le passé, mais bon, on va essayer de continuer à vous donner 3 à 4 conférences midi par année, c'est notre objectif. Donc, je vous laisse avec Dr. Lévesque. À toi, Madame. Merci, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Ça fait un certain temps qu'on planifiait cette présentation-là. Alors, avec un regard de néphrologue sur la calcémie, ça va vous donner peut-être une idée sur quoi faire. Est-ce qu'on doit d'abord doser le calcium? Et si on veut le doser, qu'est-ce qu'on fait avec après? Nathalie m'a aussi demandé de vous fournir, je vous dirais d'ici peut-être une semaine ou deux, pas trop longtemps après la présentation, une série de questions, une dizaine de questions pour que l'activité puisse être créditée. Alors, il faut être attentif. Donc, doit-on traiter l'hypercalcémie en fin de vie? D'abord, quelques données d'expérience. Comme néphrologue, c'est le 3e désordre électrolytique pour lequel on est le plus souvent demandé en consultation. Les 2 premiers sont évidemment le sodium et le potassium. L'hypercalcémie est retrouvée dans environ 10 à 40 des néoplasies. Évidemment, au fur et à mesure que la pathologie évolue dans le temps, le risque de développer une hypercalcémie augmente. L'hypercalcémie, comme l'insuffisance rénale, c'est toujours un facteur de mauvais pronostic pour nos patients. J'ai retrouvé des données qui disaient qu'environ 50 des patients décèdent à l'intérieur du mois où on a trouvé l'hypercalcémie, donc c'est un gros taux de mortalité. Et environ 80 des patients sont décédés à 1 an. Les principales causes de néoplasie, vous verrez une liste plus exhaustive après, qui sont associées avec l'hypercalcémie, c'est évidemment le carcinome parathyroïdien. Ce n'est pas un cancer fréquent, mais quand il est là, il y a de l'hypercalcémie de façon très prépondérante. Évidemment, le myélome multiple, le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de l'ovaire. Comme néphrologue, ce que je voyais le plus, c'était le myélome. On en a plusieurs par année qui se présentent avec des symptômes d'hypercalcémie, de là le bilan et on trouve le myélome après. Ceci dit, au cours du dernier mois, j'ai pratiquement pas eu de myélome, puis j'ai presque eu juste des cancers du sein, des cancers de poumon. Ça doit être la loi des séries, là, ça devrait se rétablir. Ceci dit, le cancer du poumon et le cancer du sein, habituellement, causent plus souvent de l'hypercalcémie que le myélome. Je vous ai mis une liste sous forme de tableau. Ce tableau, je l'aime bien pour 2 raisons. Il y a quand même un bon échantillonnage de néoplasies qui sont indiqués, mais surtout parce que les causes, le mécanisme de l'hypercalcémie est associé avec les néoplasies. Donc, on regardera comme le cancer du sein ou encore le myélome ou les lymphomes. C'est essentiellement par une résorption osseuse, une ostéolyse osseuse qu'on aura l'hypercalcémie. On a aussi une molécule qui s'appelle la PTHRP. La PTHRP, c'est une hormone-like PTH qui a presque tous les mêmes effets que la PTH comme telle. La PTH, c'est une hormone qui est sécrétée par les glandes parathyroïdiennes. Et cette hormone-là, qu'est-ce qu'elle fait en temps normal? Elle va augmenter le calcium plasmatique. Elle va l'augmenter d'une part par la réabsorption au niveau rénal du calcium, et d'autre part par l'activation de la vitamine D en vitamine D actif, donc augmentation de l'absorption intestinale du calcium, et ça a aussi un effet au niveau de l'os. La différence avec la PTHRP, c'est au niveau du rein. En fait, c'est des trucs un peu qu'on va regarder vraiment quand on est néphrologue. En soins palliatifs, c'est moins intéressant, mais la PTH normale fait un effet bicarbonaturique au niveau du rein. Dans la vie de tous les jours, on ne s'en occupe pas, là, mais c'est des petites différences qu'il y a entre ces 2 molécules. La PTHRP aussi, en fait, c'est dosé seulement qu'à un endroit à Montréal, peut-être même au Québec, là, ça je ne sais pas. Et c'est dans un laboratoire de recherche à l'hôpital Royal Victoria. Donc, c'est long avant d'avoir le résultat parce qu'ils ont à peu près tous les échantillons. Ça prend environ 1 mois. Alors, si on décide de se lancer dans un bilan d'hypercalcémie en recherchant la PTHRP, il faut que notre patient ait un pronostic
suffisamment long pour être capable d'aller intervenir à ce niveau-là. Donc, la PTH-CRP, c'est quand même une cause pas fréquente. Moi, en 10 ans, je l'ai trouvé 2 fois. Alors, c'est en moyenne de 1 par 5 ans, là, sur tous les bilans d'hypercalcémie qu'on a. Ça, c'est surtout dans le cancer du rein, vessie, et qu'on a les plus fréquents, la PTH-CRP. Sinon, ben, ça peut se retrouver aussi sein, poumon, leucémie. Ça peut être aussi par l'hypercalcémie, par une augmentation de la vitamine D en soi. Ça, on retrouve ça dans les maladies granulomateuses. Le plus fréquent, c'est la sarcoïdose, qui n'est pas une maladie très fréquente, là, mais c'est via ce mécanisme-là qu'on aura une augmentation de la calcémie. Ou encore les lymphomes. Et on a aussi les néo-ovariens. Ensuite, il peut y avoir aussi une sécrétion ectopique de PTH. Alors, cette fois-ci, c'est de la vraie PTH, c'est pas de la PTH-like, qui est sécrétée par le néo, cancer du poumon aussi, et cancer de la thyroïde, bon, ovarien. Le plus fréquent des mécanismes de l'hypercalcémie, c'est clairement à cause des métastases. C'est pas tous les cancers que c'est à cause de ça qui ont l'hypercalcémie, mais c'est de loin à cause des métastases qu'on retrouve le plus souvent cette anomalie électrolytique-là. Bon, comment on diagnostique l'hypercalcémie? Quand on est dans un centre hospitalier, c'est pas compliqué, on demande une prise de sang. Quand on est à domicile ou dans une maison de soins palliatifs, on va y aller surtout avec les symptômes si on veut traiter cette anomalie. On va y revenir un petit peu après les symptômes. Et quand on prend en charge un bilan d'hypercalcémie, comme c'est un électrolyte qui est très dynamique et qui interagit avec les hormones et les autres électrolytes, on n'a pas le choix que de doser le calcium, le phosphore, l'albumine et évidemment la PTH. Si on demande la vitamine D ou la PTH-RP, souvent on ne le fait pas dans un premier temps, non? Il faut s'attendre à avoir des délais de résultats. Ça prend quelques semaines, à peu près un mois les deux. Pourquoi il faut tenir compte de l'albumine? C'est parce que dans le sang, le calcium, on peut le diviser en 3 catégories. Il y a la partie qui est liée aux protéines, essentiellement l'albumine, environ 45 %. C'est le chiffre qu'on retrouve le plus fréquemment dans la littérature. Ensuite de ça, il y a une partie qui va être liée à d'autres, on dit le calcium complexé, qui va être lié à d'autres anions, comme le phosphore, donc une liaison phosphocalcique, ou la partie libre, qui est le calcium ionisé, et c'est ce calcium-là, le calcium ionisé, qui va être la source de tous nos problèmes. Alors, quand un patient a des symptômes d'hypercalcémie, c'est à cause du calcium ionisé. Et donc, quand on regarde si le patient est hypercalcémique ou pas, on n'a pas le choix de tenir compte des protéines, puisqu'il est quand même relié assez fortement à ça. Et aussi le pH, parce que bon, mais le pH fait jouer la balance du calcium libre dans le sang. Excusez-moi, que vous saviez qu'à domicile, ils ne font pas le calcium ionisé dans mon CLSC? Est-ce que c'est grave? Moi, comme néphrologue, en hypercalcémie, je n'utilise pas le calcium ionisé. OK? Alors, j'ai la déformation d'utiliser le calcium corrigé. Ça se défend parce que, en fait, en néphrologie, toutes les guidelines sur les maladies osseuses sont en calcium corrigé. Alors, pour moi, quand je vois un calcium corrigé, ça me parle, tandis qu'un calcium ionisé en hypercalcémie, je le relis moins. Pour moi, un calcium à 3,5, à 4, à 4,2, ça me dit quelque chose. Un calcium à 1,25 ionisé, c'est haut, ça aussi bas. À chaque fois, il faut que j'y pense, puis il faut que je regarde ma valeur dans le laboratoire. Ceci dit, en hypocalcémie, j'utilise le calcium ionisé. C'est un peu drôle à dire, là, mais j'utilise aussi le calcium corrigé. Donc, non, c'est pas grave. Donc, les mécanismes d'hypercalcémie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Si on y va de façon systématique, ça peut être via une augmentation de l'absorption intestinale, la vitamine D, on en a parlé, les maladies granulomateuses, les lymphomes. Ça peut être par une diminution de l'excrétion rénale. En insuffisance rénale, le calcium est moins excrété. Ça peut être aussi à cause des médicaments. Il faut toujours faire attention à ça. Et essentiellement, c'est les diurétiques. Les diurétiques, genre thiazide, hydrochlorothiazide,
l'indapamide, l'amyloride. Okay? Ce sont les 3 diurétiques qui vont avoir tendance à causer une hypercalcémie. Il y a aussi d'autres médicaments dont on ne connaît pas trop le mécanisme d'action pour laquelle ça cause de l'hypercalcémie, comme le tamoxifène, par exemple. La vitamine A, on le sait, c'est via une résorption osseuse. Mais le tamoxifène, on ne le sait pas, mais c'est dans moins de 1% des cas, de toute façon, que ça cause l'hypercalcémie. Ça peut être aussi via une résorption osseuse. Je viens de mentionner la vitamine A, l'hyperparathyroïdie. Ça peut être une augmentation de la PTHRP, on en a parlé. Les manifestations, ça c'est ce que vous verrez à domicile ou dans les maisons de soins palliatifs. Bien, ça couvre un très large spectre, puis en plus, c'est patient dépendant. Alors, il y en a qui auront simplement un peu d'irritabilité, des troubles de concentration, ça peut être dû à mille et une choses, la fatigue, et puis plus la calcémie augmente, et puis surtout plus elle augmente vite, on aura plus de symptômes. On retrouve ce même phénomène-là de présentation des symptômes avec l'urée, les autres éléments composés acides, le potassium, j'y reviens. C'est-à-dire que, par exemple, plusieurs fois par année, dans la vie d'un néphrologue, il y a un patient qui se présente à l'urgence, qui a des symptômes un peu vagues, malaise, il a travaillé la journée d'avant. Moi, j'ai un patient, entre autres, un monsieur, c'est un conducteur de pépines, qui a dit, bon, ben, demain, je ne travaille pas, je vais aller à l'urgence, je ne fais pas trop. Et l'urgentologue l'a vu, a demandé un bilan de base, il y avait 60 d'urée, 1500 de créatinine. Il se sentait un petit peu mal. On a dit, ça se peut. Alors, quand l'augmentation est lente, les patients vont acquérir une certaine tolérance. Définitivement pour l'urée. Pour le calcium, c'est à peu près la même chose. Ceci dit, c'est sûr que quand on est rendu à des valeurs que je qualifierais de critiques, à peu près tous les patients sont symptomatiques, par contre. C'est pas tout à fait vrai pour le potassium. C'est sûr qu'on dit que les dialysés ont une certaine tolérance à l'hyperkaliémie. C'est pas rare qu'un dialysé va arriver sans avoir fait trop d'excès avec un potassium à 6 en dialyse. Puis, ils ne s'en rendent même pas compte. Des fois, ils ont des petits picotements autour de la bouche. « Ah, fais-moi donc un potassium, là, je pense que j'ai fait un petit peu d'excès. » Puis, ils sont à 6, 6,5. Puis là, on a juste le bain de dialyse. Puis, on règle l'hyperkaliémie comme ça. Mais pour un patient non dialysé, habituellement, ils n'ont pas eu de tolérance au potassium. Et puis, même à 5,5, j'ai vu des arythmies malignes de potassium. La kaliémie, pardon, la valeur limite supérieure, c'est 5,0 habituellement. Certains hôpitaux, c'est 5,3, là, comme mettons Sacré-Cœur, mais sinon, habituellement, c'est 5,0. C'est sûr qu'une kaliémie autour de 7, ben là, j'arrête ce que je suis en train de faire, puis je vais traiter le patient, là, c'est quand même assez sévère. Tout ça pour dire que, habituellement, ce genre de molécules-là, le calcium, l'urée, ne prenons que le diabète, le glucose, les gens deviennent un peu tolérants avant de développer des symptômes. Bon, j'en ai parlé. C'est rare qu'un patient avec des valeurs critiques soit asymptomatique. Évidemment, les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des symptômes. Ça, c'est à peu près dans tout, de toute façon. Les manifestations cliniques, de façon un peu plus exhaustive, au niveau rénal, le calcium va aller causer une polyurie, en fait, via des mécanismes au niveau tubulaire. Subséquemment à ça, les patients vont avoir une polydipsie, vont avoir soif, vont boire plus. Les néphrolithiases, les lithiases et la néphrocalcinose, ça arrive tardivement. C'est un patient qui est hypercalcémique depuis longtemps qui va développer ça. Sinon, on n'en a pas, à moins qu'il y ait vraiment une susceptibilité génétique, là, mais sinon, non. Au niveau gastro-intestinal, c'est ce que vous allez retrouver le plus fréquemment. L'anorexie, les nausées, la constipation, ça, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment chez les patients hypercalcémiques. Au niveau musculo-squelettique, essentiellement de la fatigue musculaire. C'est peu spécifique. Au niveau neurologique,
On aura trouble de concentration, un patient qui est un peu ralenti. Évidemment, quand la calcémie augmente, à ce moment-là, on pourra éventuellement avoir un délirium, des hallucinations, stupeur, coma, mort. Et au niveau cardiovasculaire, ça cause des arythmies. L'hypercalcémie va causer un raccourcissement du QT avec de la bradycardie. On pourrait aussi noter une hypertension. L'hypertension, essentiellement, c'est via la vasoconstriction que cause l'hypercalcémie et aussi via la vasoconstriction au niveau rénal. Les traitements. Alors, on va essayer de changer ce qui peut être changé. Donc, on va évidemment regarder en premier lieu si on a des médicaments qui sont en cause. Si le patient prend des suppléments vitaminiques, si le patient prend des suppléments de calcium, moi, à moins d'avoir un assez bon pronostic, là, moi, je l'arrête d'emblée, le calcium. Parce que, on dit que c'est dur pour l'estomac, puis c'est vrai. Les patients sont nauséeux, ça constipe. Juste le les comprimés de calcium comme tel. Il y en a qui sont un petit peu moins pires que d'autres, là, des formes qui sont un petit peu moins pires, mais en gros, ça cause ça. Il ne faut pas oublier les produits naturels. Les patients, des fois, ils essaient un petit peu tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Les produits naturels, il faut y penser. Les suppléments de vitamines, on en a parlé. L'alimentation, c'est rare que ce sera la cause de l'hypercalcémie. Ça arrive. Quand j'étais résidente 3 à Maisonneuve, Rosemont, ma première consultation que j'avais faite pour hypercalcémie, c'était une madame. Alors, je commence à la questionner. Je vais explorer ses habitudes alimentaires. Et là, bon, ça m'est arrivé juste une fois dans ma vie, mais quand même, je vais vous le conter. Elle prenait 4 litres de yogourt par jour. Alors, la conduite a été simple, madame. Juste de suivre les recommandations du guide alimentaire canadien, ça sera suffisant, puis ça a réglé son problème d'hypercalcémie. C'est toujours intéressant de vérifier parce qu'il y en a qui ont des lubies comme ça, diététiques. Pour quelle raison elle prenait 4 litres? Là, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens même pas si j'avais pensé y poser la question. Mais en tout cas, ça avait réglé son problème. C'est rare. Et l'autre chose qui est très importante, ça, c'est si on a un patient avec un pronostic, définitivement, si on a un patient avec un pronostic au long cours, c'est de ne pas restreindre ses apports alimentaires en calcium pour la simple et bonne raison qu'il va se retrouver ostéoporotique. Ça, c'est clair. Okay? Si on limite trop ses apports en calcium, on l'a vu, en fait, nous, on a fait l'expérience comme néphrologue dans le cas des lithiases, les patients qui faisaient des lithiases à base de calcium. Au début, on leur disait diminuez vos apports alimentaires en calcium. Alors, c'est vrai, effectivement, ils faisaient un peu moins de pierre, mais à 65 ans, ils avaient tous une fracture de hanche. Alors, on n'était pas vraiment gagnants. D'autant plus si ce sont des patients qui ont un néo, qui vont recevoir de la chimiothérapie, ils vont avoir habituellement des corticaux au long cours. Si on baisse leur apport alimentaire en calcium plus les corticostéroïdes, on va leur causer des problèmes d'ostéoporose, c'est à peu près certain. Et la vitamine D, on en fait quoi à ce moment-là? Je vois que vous la diminuez, mais dans le même contexte? Je l'arrête. Si mon patient est hypercalcémique, j'arrête ma vitamine D. Pourquoi on la continuerait? D'habitude, on donne la vitamine D pour aider à l'absorption du calcium, mais là, il y en a trop dans le sang. Je l'arrête. Je ne la diminue même pas, je l'arrête. Il y a peu d'effets secondaires en temps normal, mais dans un cas comme celui-ci. Voilà, les diurétiques, on en a parlé, d'hydrochlorothiazide, étapamide, amylorine. Le lithium est hypercalcémiant, surtout quand le dosage est à la limite supérieure ou quand ça cause l'insuffisance rénale. Mais si on est face à un patient qui a un pronostic assez court, est-ce que j'arrêterais mon lithium pour le changer pour un autre stabilisateur de l'humeur? Risquer de mettre mon patient dans un état d'instabilité psychologique en plus face à une situation très stressante comme la mort, pour essayer d'arranger son calcium. Faut le garder en tête là, que le lithium peut causer ça. Si on a un long pronostic, ben oui, là, ça vaut la peine de le changer pour une autre médication. Mais si on a un court pronostic, gardons le lithium, puis arrêtons de doser le calcium.
moi, comme néphrologue, je suis assez intolérante à regarder des laboratoires sans les traiter. Fait que j'aime mieux pas le savoir que de faire face à un laboratoire anormal puis d'être obligée de me justifier pendant 3 pages pour dire pourquoi je ne règle pas le désordre électrolytique. C'est mon point de vue. Le traitement. Le traitement, et c'est là où tout à l'heure je parlais avec quelques-unes d'entre vous, il y a beaucoup d'infirmières à domicile ou dans des maisons de soins palliatifs. C'est l'hydratation. Alors, et je parle d'hydratation. Ces patients-là, on en a parlé tout à l'heure, ils ont une polyurie, une polydipsie, mais certainement une polyurie importante secondaire à l'hypercalcémie. Ces patients-là sont secs. Ils sont en déficit d'eau libre massif. On parle souvent, là, pour une hypercalcémie importante, de 4 à 8 litres de déficit d'eau libre. Alors, d'hydrater un patient à domicile avec juste un petit verre d'eau, là, ça ne marchera pas. Ou buvez beaucoup, ça ne marchera pas. On ne le diminuera pas de façon substantielle. Il faut vraiment installer un soluté ou des solutés et les mettre à bon débit. 100, 200 CCR. À domicile, c'est dur à faire. Maison de soins palliatifs, c'est pas facile non plus. Ça se fait, non, mais c'est pas facile. Il y a un médicament qui fait baisser le calcium, un diurétique. C'est un diurétique de Lens, c'est le Lasix, le furosémide. Alors, si on décide de passer par le furosémide pour augmenter l'excrétion du calcium au niveau des voies urinaires, il faut faire très attention parce que ça, c'est vraiment une arme à double tranchant. Il faut être sûr, 1, qu'on a préalablement hydraté notre patient et 2, qu'on ne tombe pas en bilan négatif d'ingestat-excréta avec notre Lasix. Alors, si on décide de mettre du Lasix, mettez une sonde. Ça, habituellement, c'est pas trop un problème, là, mais faites des dosages et pas des dosages aux 8 heures. Des dosages aux 2 heures ou aux 4 heures, là, dans le maximum, pour être sûr que si notre bilan de liquidien qu'on a mis préalablement est positif, reste positif, c'est-à-dire qu'on garde un bilan neutre un coup qu'on a mis notre Lasix, ou si on n'a pas trop bollucé le patient avant parce qu'il est insuffisant cardiaque, alors qu'on demeure en bilan positif avec notre Lasix. Ça fonctionne très bien, le Lasix, pour baisser le calcium, mais il faut le surveiller de près, par contre. Ça a des implications importantes. Autre chose qu'on peut faire, la calcitonine. La calcitonine intranasale, ça ne marche pas. Oubliez ça, là, vous n'aurez pas de résultat là-dessus. Il faut donner de la calcitonine sous-cutanée 2 fois par jour. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 3, mais habituellement, on fait 2 fois par jour. Et faire des dosages subséquents. C'est un médicament qui fonctionne bien, la calcitonine. Ceci dit, ça a tout de même un effet modeste. D'expérience, je peux vous dire que ça va baisser la calcémie d'environ 0,5 mmol au litre. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une tachyphylaxie qui s'installe. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, ça ne marche plus. Alors, il faut donner autre chose. D'où viennent les biphosphonates? Les biphosphonates, habituellement, on préfère les donner en intraveineux dans un cas d'hypercalcémie importante. Le Péros fonctionne, mais beaucoup moins, c'est beaucoup moins efficace. Et l'intraveineux, habituellement, je vais y revenir un petit peu sur la diapositive suivante. Je vous conseille de le donner au moins en 3 heures ou 4 heures. C'est autorisé de le donner en 2 heures. Ceci dit, en 2 heures, on a plus de risque de causer de l'insuffisance rénale sur des précipitations phosphocalciques. Alors, les néphrologues, on ne le donne jamais en 2 heures. C'est toujours en 3 heures ou en 4 heures pour diminuer les risques. Et les stéroïdes. Bon, les stéroïdes, on en a parlé tout à l'heure un peu. Le mécanisme d'action, il y en a plusieurs. Mais en gros, c'est de diminuer l'absorption intestinale de calcium. Les stéroïdes, ça fonctionne de même. Et de diminuer la transformation de vitamine D en vitamine D active. Ça va aller restreindre l'activité de la 1-alpha-hydroxylase. Donc, si on veut utiliser des stéroïdes, moi, j'aime bien avoir un mécanisme devant les yeux. Si je sais que je suis face à une pathologie
dont la vitamine D est augmentée et que c'est ça qui cause mon hypercalcémie, je vais aller donner des corticostéroïdes. Si je n'ai pas de mécanisme devant les yeux, j'en donnerai pas. Il y a deux écoles de pensée là-dessus. Il y a celle-ci, qui est très mécanisme, et il y a l'autre qui dit, on ne connaît pas tout. Je ne perds pas grand-chose à donner quelques doses de cortico sur quelques jours pour essayer de faire baisser mon calcium. J'aurai peu d'effets secondaires en donnant 1, 2, 3 jours de prénisone, par exemple. Les deux se tiennent. Il suffit d'adopter une ou l'autre. La calcitonine, la dose standard, 4 unités kilo 2 fois par jour. Donc, du coup, ça fait à peu près 280 unités 2 fois par jour. Moi, je me donne toujours un filet de sécurité là, pour ceux qui ne sont pas toujours pressants pour recevoir les laboratoires. Je marque ne pas donner si la calcémie est inférieure à temps. Donc, l'infirmière va le donner et en regardant ses valeurs dans le laboratoire. Quand on traite une hypercalcémie en milieu hospitalier, c'est facile. On dose au moins le calcium une fois par 24 heures. Habituellement, c'est ça. Doser plus que ça ne vaut pas tellement la peine. À domicile, le temps qu'on reçoive le dosage, ça peut prendre un certain temps. Alors, à moins d'avoir une hypercalcémie bien sévère, on pourrait peut-être étirer aux 2 jours. C'est un peu délicat. Si vous avez une hypercalcémie importante que vous voulez traiter à domicile, je vous suggérerais de transférer le patient à l'hôpital. Ça va être pas mal plus facile et sécuritaire de traiter le patient. Et une autre chose, je ne sais pas si vous pouvez donner, par exemple, un biphosphonate intraveineux à domicile. Ça. Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui. Alors, c'est bien si vous pouvez faire ça. Ceci dit, faites attention à votre dose que vous donnez, parce que vous pouvez avoir des gros problèmes. La dose qu'on donne, il faudrait qu'elle soit appropriée au taux de calcium. Donner une dose de 90 mg d'Arédia à l'aveugle, le problème est le suivant, puis nous, on est toujours demandé dans ce cas-là, c'est que ça pourrait causer une hypocalcémie importante qui va durer longtemps. Évidemment, nous, on est toujours demandé dans ce cas-là parce que juste du calcium péros pour traiter une hypocalcémie, c'est difficile. Ça se fait, là, mais il faut que le patient le tolère. Alors, on ajuste pour la calcémie la dose et on ajuste pour l'insuffisance rénale. Ça, c'est des données qu'on retrouve dans la littérature. Là. Il existe comme des chartes ou des tableaux, peut-être de chiffres d'hypercalcémie. C'est ça. C'est ceux-là, oui. En 3,6. L'Arédia, ça peut se donner à plus que 90 mg. J'ai déjà vu 120. Le problème, c'est les effets secondaires qui augmentent pas mal, ouais. Dont l'insuffisance rénale. Les calciumiques sont là, c'est des calciums corrigés? Oui, tout à fait, calcium corrigé. Je travaille juste en calcium corrigé. Un calcium pas corrigé, à mes yeux, je ne suis pas capable de l'interpréter adéquatement. Le XGVA, j'utilise le calcium? Pardon? Le XGVA, j'utilise le calcium? Le XGVA, ça peut causer des hypocalcémies. Le mécanisme, honnêtement, je ne me souviens pas. Je ne sais même pas s'il est connu. Et j'ai eu un patient qui a failli mourir à cause du XGVA. Mais ça fait des hypocalcémies. Les infirmières de CLSC là, refusent de donner l'Arédia à plus que 2 ans. Moi, j'ai déjà prescrit en 4 heures, puis je me suis fait dire que ça ne se faisait pas, que c'était en 2 heures. Pourquoi? Parce que c'est leur protocole. Moi, je me suis déjà fait dire ça. Je ne sais pas si c'est à cause du temps nursing que ça implique. Bien, nous, on ne le fait jamais en 2 heures. Mais si vous appelez un pharmacien, il va vous dire oui, ça peut se faire. Ceci dit, c'est une courbe risque d'insuffisance rénale qui augmente en fonction de la vitesse d'administration. Et l'Arédia est moins pire pour causer de l'insuffisance rénale que le Zometa. On a plus de problèmes avec le Zometa qu'avec l'Arédia. Donc, c'est pour ça que nous, on utilise presque juste l'Arédia. Je ne sais pas, il faudrait peut-être voir pourquoi... peut-être revoir les protocoles, parce qu'il y a vraiment des données dans la littérature là-dessus. La prénisone, si jamais on décide de la donner, habituellement, nous, on donne 20 mg kilo. 20 mg point.
Mais ce qu'on peut retrouver dans la littérature, c'est 0,5 à 1 mg kilo. Ça, c'est dit, j'ai jamais vu 70 mg de prénisone donné pour traiter une hypercalcémie. Ça n'en ferait pas mal. Mais c'est ce qu'on peut retrouver. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut penser aussi si notre patient a déjà eu ou va recevoir de la chimiothérapie, souvent il y a de la cortisone qui va être associée. S'il vient d'en avoir, je ne pense pas que c'est justifié d'en donner plus. Et s'il va en avoir dans quelques jours, est-ce que ça ne va pas juste mêler un petit peu les cartes au niveau des effets secondaires de la cortisone ou peut-être en parler avec l'oncologue si vous décidez d'en donner? On donne souvent le décadron, c'est lequel Les deux. Les deux, ça marche. Nous autres, on va souvent, en néphro, on va souvent donner prénisone. On ne travaille pas avec le décadron. Ouais. En soins pâles, on travaille à peu près pas avec la prénisone, puis juste avec du décadron. Ouais. Fait qu'on pourrait donner 4-2 fois, admettons, de décadron, si on décide d'en donner. Ce qui ferait quand même une assez bonne dose, non? Est-ce que c'est parce que le décadron cause moins de rétention hydrosodique plutôt que le prénisone? Je pense que c'est pour ça qu'on en fait plus en soins pâles. J'ai pas pu vraiment objectiver ça. Non. Je sais pas s'il y a des études, honnêtement, j'ai pas regardé ça, vraiment pour voir la rétention hydrosodée avec le DAM. C'est parce que j'avais demandé la question. Là, Ouais. En soins pâles, on utilise C'est le ça. décadron, c'est ce qu'on m'avait dit. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas. Mais est-ce que cliniquement, ça a vraiment un impact? Je sais pas. Le calcium corrigé, peux-tu rappeler la formule? Pardon? Le calcium corrigé. Ah, calcium corrigé, oui, effectivement. Calcium corrigé, alors, une façon facile de s'en souvenir, c'est pour chaque 10 de moins d'albumine, on augmente le calcium de 0,2. Alors, si on part avec un albumine officiellement à 40, donc si notre patient a, par exemple, 19 d'albumine, alors, il faudrait augmenter, là, je fais ça toujours à l'œil, là, parce que pour 2 centièmes de différence, là, je n'en tiens pas compte. Alors, il faudrait augmenter notre calcium de 0,4. Donc, si on a un calcium, entre guillemets, à limite supérieure à 2,60, pour dire quelque chose, et que notre patient a une albuminémie à 19, bien, ça y fait 3 de calcium corrigé. Grosso modo, là. On n'est pas obligé de couper ça au centième près. Un mot sur la dialyse. Évidemment, on peut faire de la dialyse pour faire baisser le calcium. L'hémodialyse, ça fonctionne très bien. 4 heures, le problème est réglé. Sûr. Le problème, c'est que la source de l'hypercalcémie, évidemment, elle, n'est pas corrigée. Alors, le patient va tranquillement, mais sûrement redevenir en hypercalcémie si on ne fait rien d'autre. Quels sont les patients qu'on déciderait de faire une dialyse pour l'hypercalcémie? Bien là, c'est rare, surtout s'ils ne sont pas déjà dialysés, là. Alors, ce sera un patient très insuffisant cardiaque, plus ou moins une insuffisance rénale aiguë, chez qui c'est difficile d'aller lui donner 2-3 litres de soluté par 24 heures parce que c'est sûr qu'il va tomber en surcharge. Alors, à ce moment-là, clairement, la dialyse pourrait être indiquée, si on prend juste cet aspect-là. Ceci dit, si le patient est si insuffisant cardiaque que ça, est-ce qu'il pourra avoir sa chimiothérapie? Est-ce que son ECOG est suffisant pour dire qu'on pourra lui donner une chimiothérapie? Alors, si la question c'est oui, dialyse-le, puis il pourra recevoir sa chimio après, fine, on le fait. Si la réponse est de toute façon, son niveau fonctionnel de base est tellement faible qu'il ne sera pas candidat à une chimiothérapie, à moins que de vouloir acheter un peu de temps pour lui permettre de régler ses papiers ou de faire une dialyse, ça ne serait pas justifié. Ça pourrait être un patient avec insuffisance rénale chronique terminale. Encore là, c'est les mêmes questions. Est-ce que de toute façon, ça pourrait être un patient chez qui on offrirait une chimio? Parce que souvent, quand les patients sont rendus en dialyse, les chimios sont très restreintes. On peut donner certains protocoles, mais souvent, on ne peut pas les traiter parce que la chimio va être trop toxique, etc., etc. Donc, on se retrouve dans la même question. Est-ce qu'on traite cette hypercalcémie-là? Ceux qui sont déjà dialysés, c'est pas compliqué. On les remet sur la machine, puis 4 heures après, le problème est réglé. Ceci dit, un dialysé hypercalcémique, la plupart du temps, la cause de l'hypercalcémie, c'est iatrogénique.
On a passé un petit peu tout droit avec notre vitamine D puis notre calcium qu'on donne pour essayer de régler le bilan phosphocalcique. Alors, il faut revoir nos traitements. L'hémodialyse et la dialyse péritonéale, les deux sont également efficaces pour traiter l'hypercalcémie. Ceci dit, l'hémodialyse, évidemment, ça va beaucoup plus vite. La dialyse péritonéale, ça se fait aussi. Et puis, on ajuste nos bains de dialysat à ce moment-là, puis c'est pas compliqué. C'est quoi les risques associés avec une dialyse de novo, par exemple? Bien, c'est non négligeable. Alors, si on part une dialyse pour un patient hypercalcémique, la majorité du temps, ça sera dans un scénario un peu catastrophe. C'est-à-dire que ça va être le néphrologue qui va installer le cathéter, qui va être habituellement en fémoral, alors que le patient est couché sur une civière et avec un petit champ de papier qui n'arrête pas de bouger, puis qu'on a préalablement désinfecté du mieux qu'on pouvait, le petit champ de papier qui bouge, on installe notre cathéter. C'est pas optimal. Le mieux, c'est en radiologie, avec une belle désinfection, des beaux grands champs stériles pour installer notre cathéter de façon stérile. Ça, c'est la meilleure façon. Alors, dialyse catastrophe avec les complications associées, et ça, c'est pareil partout dans le monde. Installation de cathé, le patient peut faire une allergie au filtre et ça peut être un choc anaphylactique secondaire au filtre de dialyse. Ça n'arrive pas souvent, mais on en a tous eu. Allergie à l'héparine, évidemment, parce que pour garder le circuit fonctionnel, le circuit de dialyse, on héparine nos patients. Ça peut être des erreurs techniques pendant la dialyse. C'est rare, heureusement, mais ça peut causer des décès. Un exemple qui est déjà arrivé, dans une très bonne unité de dialyse, ceci dit, mais alors quand on part notre dialyse, il faut irriguer le circuit, donc on a une grosse poche de soluté, on irrigue le circuit, et quand le circuit est rempli, il faut clamper ça. Sinon, qu'est-ce qui arrive si on oublie de clamper? C'est le sang qui revient dans la poche et on vide notre patient de 2 litres en 2 minutes. Le patient est mort. C'est une erreur. L'infirmière, elle courait partout, puis elle a oublié de clamper son... Ça peut être assez catastrophique. Évidemment, les saignements. On a hépariné nos patients. On installe notre cathéter. On peut avoir fait une ponction artérielle, un saignement, ou retrait de cathéter, sans compter les saignements intra-abdominaux secondaires à l'installation. C'est rarissime, mais ça peut arriver. Les sepsis, c'est quand même une voie fémorale. Ce n'est pas la meilleure des voies pour éviter les sepsis. Les inconforts par traitement. Il y en a 2 grandes catégories. La première, c'est les chutes de tension. La deuxième, c'est les crampes. Et les patients peuvent avoir des crampes et c'est vraiment, vraiment pas le fun. Donc, en résumé, les traitements pour l'hypercalcémie, première des choses, éliminer ce qui peut être éliminé, qui pourrait causer l'hypercalcémie, le calcium, vitamine D, les médicaments. Deuxième chose, hydrater nos patients. Et on parle d'hydratation importante. Tout ça pour en venir qu'un hypodermoclyse, ce serait une goutte d'eau dans l'océan, si on pense soins palliatifs. Si on dit qu'on donne 1 litre par 24 heures, un hypodermoclyse, c'est pas mal le maximum qu'on peut faire. Et je vous ai parlé des déficits en eau libre pour une hypercalcémie sévère, mettons autour de 3,5-4, de 4 à 8 litres, ça en fait pas mal. Et ça, on ne contrôle pas le patient qui urine. Je ne pense pas qu'on va y arriver. La calcitonine, on en a parlé 2 fois par jour. Si la famille peut le faire à domicile, c'est bien, sauf qu'il ne faut pas oublier de doser notre calcium. Les biphosphonates, ça peut se faire à domicile. Je ne le savais pas, je suis très contente. Ça va me donner d'autres possibilités. Mais par contre, je vais exiger de le faire au moins en 3 heures. Les diurétiques, on en a parlé. Alors, c'est le Lasix. Les autres, c'est non. Ça fonctionne très bien, mais il faut surveiller nos dosages d'ingesta-excréta. Les stéroïdes, dépendamment de l'école que vous prenez, vous en donnez ou vous en donnez pas, à moins d'avoir un mécanisme. Le nitrate de gallium, ça, je ne l'ai jamais utilisé. Je n'ai jamais vu personne l'utiliser. Il y a plein d'effets secondaires. Je n'ai pas vérifié, par contre, avec les oncologues, mais ça serait un agent oncologique. Je ne sais pas si c'est encore utilisé, mais avec plein d'effets secondaires. Les calcimimétiques,
les calcimétiques, pour l'instant, sur le marché, il y a juste une indication. Calcimétique, premièrement, c'est quoi? C'est une molécule qui va aller mimer le calcium au niveau de la glande parathyroïde pour aller se fixer sur le récepteur et diminuer la production de parathormone. Donc, en diminuant la parathormone, la PTH, on va aller diminuer la réabsorption au niveau rénal du calcium, diminuer la production de vitamine D en vitamine D active et diminuer aussi la résorption osseuse. Ça s'appelle le Sensipar. Cette molécule-là, on l'utilise en 3e ligne actuellement parce que le gouvernement ne nous permet pas de l'utiliser plus rapidement. En 3e ligne d'hyperparathyroïdie en insuffisance rénale chez les dialysés, il n'y a pas d'autre indication. Alors, à moins que vous ayez un dialysé, vous ne pourrez pas utiliser cette molécule-là. Et la dialyse. Juste un petit mot, les biphosphonates, c'est vrai, le début d'action, c'est 2 à 3 jours. Début d'action. On pogne pas mal notre plateau à 7 jours, une semaine, pour le maximum de l'effet. Les stéroïdes, la même chose. Les stéroïdes, c'est toujours 2 jours à peu près avant d'agir. Alors, j'ai pas eu de cas d'hypercalcémie à date que je n'avais pas été capable de corriger avec ce que je viens de vous mentionner, sans compter la dialyse, là, en mettant la dialyse à part. Fait que, de façon générale, ça se traite relativement bien. Puis, ça, c'est quand j'étais néphrologue. En soins palliatifs, bien, ça se trouve être mes collègues qui sont en consultation, si je ne suis pas déjà dans le dossier, parce que je vais m'en occuper. Mais sinon, j'en ai pas, j'ai pas d'exemple à vous donner où on n'a pas réussi. Mais par contre, en parlant avec d'autres gens qui faisaient des soins palliatifs depuis longtemps, eux autres, ils en ont des fois des cas où ils ont de la difficulté. Donc, je me dis, il y en a, mais ça ne doit pas être fréquent. Si la mort est proche, supposez les causes de décès potentiels par rapport au décès par hypercalcémie. L'hypercalcémie, à part que de causer les symptômes neuropsy qui sont vraiment pas le fun pour le patient et sa famille, les autres, habituellement, anorexie, bon, mais les patients souvent vont déjà l'être un peu, anorexiques, ils n'ont pas beaucoup faim. Les nausées, on pourrait être capable probablement de traiter ça avec nos autres médicaments. Et ça va causer, moi je trouve, un décès, à moins qu'il y ait des symptômes neuropsychologiques importants, un décès assez en douceur. Alors, si le pronostic est court, je vous suggère de ne pas doser le calcium. Si on a un pronostic plus long, bien alors à ce moment-là, ça vaut la peine. Mais sinon, laissons ça tel que tel. Évidemment, si on veut contrôler les symptômes neuropsychiatriques et qu'il y a un pronostic un peu plus long, bien, il faudrait le traiter. Ceci dit, plus souvent qu'autrement, ce sera multifactoriel, les causes de délirium, et le simple fait de normaliser notre calcémie, est-ce que ça va vraiment résoudre le problème? Je ne suis pas certaine, mais ça vaut quand même la peine de l'essayer. Et quand doit-on traiter? Alors, premièrement, il faut contrôler notre valeur. C'est-à-dire, on a par exemple un calcium 3,2. Corrigé toujours. Alors, bon, 3,2. Est-ce que mes symptômes sont vraiment reliés à ça? Peut-être que oui, peut-être que non. En bas de 3, c'est rare que les patients, calcium corrigé toujours, en bas de 3, c'est rare que les patients vont avoir des symptômes. Ça passe incognito la très, très, très grande majorité du temps. 3,0 à 3,5, j'ai vu certaines données 3,8, mais bon. Je ne suis pas sûre qu'il y avait des grosses séries là-dessus. Là. Alors, mettons 3 à 3,5, peut-être que les symptômes sont reliés au calcium. Alors, ce que je vous suggère, c'est de contrôler votre valeur dans quelques jours. Si ça reste encore à 3,2, vous pouvez essayer de le corriger, mais je ne suis pas sûre que ça va régler votre problème. Et par contre, si vous aviez, pour dire quelque chose, 2,9 et 2-3 jours plus tard, vous êtes rendu à 3,3, alors là, oui, il est bien possible que ce soit le calcium le problème, parce que la pente d'augmentation de la calcémie est élevée. Donc, en ayant une pente élevée,
là, on a toutes les chances, même dans notre dosage, d'être un petit peu en retard sur la réalité. Et puis là, ça vaut la peine de le traiter. Voilà. En haut de 3,6, c'est rare que les patients sont asymptomatiques. Ils ont à tout le moins un petit ralentissement psychique. Si ça les incommode et qu'on a un pronostic suffisamment long, bien clairement, il faut le traiter. Évidemment, si la mort est imminente, bien là, ça ne valait pas la peine de vérifier le calcium. Oups, pardon. Alors, voilà, c'est la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le temps d'en profiter, ou peut-être d'autres questions néphro aussi. Là, on a des fois des problèmes en soins palliatifs au niveau électrolyte, au niveau pas de gêne, s'il y en a. S'il n'y en a pas, un très grand merci. Merci. Bien, moi, j'en ai une. Comment vous les traitez, vos hypercalcémies à domicile? Pardon? Par la rédia, souvent. Seulement Claridia? Mais on... Souvent, au début des traitements, on va avoir des laboratoires de contrôle pour vérifier. Oui. Mais après ça, souvent, je ne sais pas si un onco il vérifie tout ça ou on demande si le calcium est assez corrigé. Probablement que si on a des rendez-vous en onco, c'est vérifié. Ceci dit, le traitement numéro 1 n'a pas été fait quand on traite juste avec la radia. C'est clairement l'hydratation. Clair. Les patients sont secs, sont déshydratés en hypercalcémie, si moindrement est important. Traiter une hypercalcémie à 2,8, à moins d'avoir un super bon pronostic, là. Puis l'autre chose, c'est pourquoi s'ils le voient en onco, pourquoi ils ne le mettent pas dans la petite salle à côté au lieu de vous faire ça à domicile? des patients qui ne déplacent pas. Il y en a qui ont plus de traitement d'oncologie. OK, donc. Des traitements d'arrêt. OK. Ils n'ont plus de chimio, ils voient l'oncologue de temps en temps. Puis ils ont de la rédia au mois? Oui. Oui. Mais souvent, il y a des douleurs osseuses, par exemple. C'est un tableau Ouais. Plus global. Oui. Puis vous donnez quoi à 90 mg? Ça dépend des patients. Ça dépend de 60 et 90. Ah. On a aussi des IDERA puis Ouais. le Mais c'est possible que les patients soient en hypocalcémie. J'avais une dialysée à qui on donnait de la rédia au mois, là, pour un myélome. Et puis, même si elle était dialysée, on lui donnait quand même son aradia, justement pour les douleurs osseuses. Et on donnait évidemment une dose réduite, mais même avec la dose réduite, avant chaque dose d'aradia, on dosait le calcium. Puis il y a des semaines, parce qu'on le dosait à chaque dialyse, il y a des semaines où on n'autorisait pas de donner l'aradia parce que le calcium était trop limite. Puis c'était sûr qu'on allait avoir des problèmes d'hypocalcémie. Sûr. Puis les problèmes d'hypocalcémie, ça dure longtemps. Est-ce que quand vous donnez la rédia, vous avez toujours un calcium dans les 24-48 heures Jamais. avant? Des fois, il n'y a pas de lavage de contrôle avant. Ah. Qui n'ont pas été demandés. C'est Ouais. rare. On en a au début, mais pas. Ils ne sont pas faits à l'hôpital parce que souvent, ils Ils vont vont pas plus. rentrer. Il y en a beaucoup Ouais. qui vont aussi. C'est ça. Problème. Vous pourrez suggérer. Non, c'est vraiment pas compliqué. En fait, si la rédia est donnée si la rédia est donnée pour des douleurs osseuses Oui. causées par des métastases osseuses, Oui. que le patient est en soins palliatifs, Oui. on peut se poser la question aussi, et je pense que c'est de là que ça vient, on ne le dose pas parce qu'on traite les symptômes. Donc, même si on... Tu comprends-tu? Oui, c'est mais- de là que ça vient de Ouais. ne pas le traiter avant. Parce que moi, je me suis fait dire, moi, je me rappelle avoir demandé, est-ce qu'on le dose? Puis on dit, non, il est en soins pas, c'est pas grave. Je veux dire, ton point est que tu veux rendre ton patient confortable avec ses douleurs osseuses. L'hypocalcémie, c'est pas confortable non plus. Les patients vont avoir, tu sais, à la limite, s'ils baissent trop leur calcium, par exemple, pour un calcium corrigé, un calcium à 1,7 corrigé, là, ils peuvent avoir des faiblesses, puis des crampes, puis oui, tout à fait. Alors, de vouloir traiter un symptôme de douleur osseuse, c'est pleinement justifié. Ceci dit, si on empire notre patient et que ça va durer longtemps après,
Oui, si on le de- vérifie, on va de- peut-être mieux s'organiser dans le temps. Parce que souvent, quand on le donne un mois plus tard, la douleur osseuse n'est pas revenue. Là. Peut-être qu'on est... Est-ce que vous le voyez vraiment que quand vous donnez, qu'il va le sentir quand ça fait son temps qu'il n'a pas eu son arédia? Non, je C'est parle quoi? en dosant le calcium. Mais c'est quoi la place de l'arédia pour le traitement de la douleur osseuse? C'est combien de pourcents que ça soulage? C'est comme ça un petit peu? Moi, je n'ai pas de données là-dessus. Je ne trouve pas que c'est un si bon analgésique que ça, mais on voit ça partout. Fait que je me dis, ça va... Oui. Mais moi, j'ai dû cesser sur une patiente qui avait pas mal d'ostéomycose de la mâchoire. Oui, ça, c'est... Elle a vu une grosse différence. Ses douleurs osseuses ont augmenté nettement. Quand j'ai pu le Ont augmenté? OK. À cause de l'ostéonécrose ou à cause de... Parce que vous avez arrêté, oui. Et quand on l'a remis, on a pu, plusieurs mois plus tard, ça l'a aidé. Moi, je me suis Ouais. personne. Ouais. C'est clair. C'est sûr, comme tous les cas qu'on a en tête comme ça, c'est très bien parce que ça nous guide un peu. Ceci dit, il ne faut pas oublier l'effet placebo qui peut être avec n'importe quel médicament. Ma mère en prend du Tylenol pour dormir. C'est beau le dire. Ah, donc super bien. Il y a une étude qui est sortie qui a prouvé que c'est vrai. Je le sais, j'ai vu, mais je ne suis pas sûre vraiment de l'effet placebo de cette étude-là. Mais enfin, je me dis, c'est pas grand-chose de le doser pour être sûr de ne pas causer de tort aux patients. Je pense qu'on dit toujours primum non nocere, là, si on est pour mettre nos patients en hypocalcémie, puis ça, où ils deviennent symptomatiques, pour essayer de traiter une douleur avec l'effet du pamidronate antidouleur sur les osseuses, qu'on n'est pas sûr à 100 Là, je déborde du sujet. J'aimerais savoir si ça ne vous dérange pas d'aborder un petit peu de magnésium. On a beaucoup de patients quand même de magnésium en soins palliatifs, en chimio-palliatif. Oui. On ne sait pas quoi faire On ne avec. sait pas quoi faire. Mais donc, si vous voulez en parler un petit peu, Oui. parce que là, on les beau d'énormes comprimés qui sont pas capables d'avaler, qui ont déjà mal au cœur. Puis là, il faut continuer. 9 par jour. Oui, 9, c'est pas mal ça. Ça tourne souvent autour de 9, 12, 15 comprimés. Alors, l'hypomagnésémie, ça rend symptomatique aussi. Ça leur donne des faiblesses musculaires. On n'a pas le choix que de le traiter. Je suis d'accord avec ça. On fait nos dosages et puis on ajuste en conséquence. Ceci dit, je vous conseille le magnésium Jameson parce que la concentration de magnésium disponible dans le comprimé est plus élevée qu'avec les autres formes de magnésium. Puis, avec le magnésium Jameson, j'en avais une qui était traitée pour un néo du sein. Ça, à ce moment-là, je travaillais comme néphrologue. Traitée pour un néo du sein, elle avait eu sa chimiothérapie qui lui avait causé une atteinte tubulaire occasionnant une perte de magnésium massive dans les urines. J'oscillais entre ça, là, 12 et 15 comprimés par 24 heures. Puis avec le Jameson, elle ne s'en plaignait pas. Puis je n'utilise que celui-là, à moins que les patients aient de la difficulté à avaler ou on est obligé d'aller avec le magnésium rougier en liquide. Le problème avec le magnésium rougier, ça cause quand même, comme tous les magnésiums, là, mais celui-là entre autres, de la diarrhée. Alors, si on a de la diarrhée, on va perdre le magnésium par les selles, en plus d'avoir notre perte urinaire obligatoire à cause de la chimiothérapie qui a été donnée. Et puis, à ce moment-là, j'essaie de viser pas un magnésium normal, plasmatique, parce que là, ça va prendre encore bien plus de comprimés, puis c'est très difficile à obtenir, très difficile. Personnellement, puis ça, on le voit régulièrement en dialyse, un magnésium plasmatique, parce que celui-là aussi, officiellement, il faudrait le corriger pour l'albumine, là, mais c'est très peu, donc on ne le fait pas habituellement. Un magnésium en haut de 0,6. La limite inférieure étant autour de 0,68 ou 70, là, dépendamment des places. Fait qu'en haut de 0,60, habituellement, les patients ne sont pas symptomatiques. Puis je peux vous dire que dans les solutions d'hémodialyse, il y a très peu de magnésium. Et donc, les patients, il y en a beaucoup qui deviennent déplétés au fil du temps parce qu'on enlève leur magnésium. C'est une petite molécule. Bien, c'est un ion, finalement. Et ça passe très, très facilement dans le filtre. Et c'est pas rare qu'on voit des magnésiums à 0,5, 0,55, puis que les patients, ils ne sont pas symptomatiques. Donc, je pense que 0,6,
On a même une petite marge de manœuvre si jamais il baisse un peu. Et juste pour vous dire, des fois, on rajoute un peu de magnésium dans le bain pour faire monter leur magnésémie. Mais allez-y avec ça, habituellement, ça marche. Puis c'est bien toléré. Les hypomagnésémies sévères, donc notre patient qui avale plus, qu'est-ce que ça donne comme symptômes? Qu'est-ce que ça va faire? À part la faiblesse, ça peut donner une grande faiblesse, claire. Ça peut donner éventuellement des hémolyses. Mais sinon, il n'y a pas bien d'autres symptômes. C'est comme l'hypophosphorémie sévère aussi. Hémolyse, rhabdomyolyse, magnésium phosphore. Mais tu sais, on est dans des cas de valeur de 0,1, 0,2. Je reviens au calcium. Oui. Une patiente qui a un néo du sein, par exemple, ou un néo Oui. du poumon, qu'on Oui. sait qu'il a une capacité de donner des métastases osseuses, Oui. mais qui a quand même un certain âge et qui est sur des cadrons pour la lésion pulmonaire qu'on veut diminuer parce qu'elle est autour de la bronchouche, etc. Est-ce que vous recommandez de donner calcium vitamine D ou pas? Un calcium normal, juste Ouais. dans la vie de tous les jours. Ben, on donnerait le c'est calcium pour vitamine D dans le contexte qu'on lui donne du décadron ou du Exact. prénisone. Exact. Moi, je n'ai pas l'habitude de donner une médication à l'aveugle. J'ai l'habitude de faire un dosage. Au moins une fois. Si elle a pas si elle a un calcium normal, je ne la doserai pas au mois. Là. Exact. T'sais, on peut le faire une fois par 4, 5, 6 mois. Puis c'est pas grand-chose. Je trouve que c'est raisonnable par rapport au risque potentiel qu'on soumet le patient. S'il le tolère bien, c'est un calcium vitamine D. Ceci dit, par contre, il y a une étude qui est sortie en donnant prophylactiquement, spécialement dans le néo du sein, prophylactiquement des biphosphonates, puis regarder les risques d'hypercalcémie et de lise osseuse, et c'était moindre quand on donnait prophylactiquement des biphosphonates. Fait que si j'avais une patiente traitée pour un néo du sein, même si elle est normocalcique, d'aller lui donner une petite dose de biphosphonate. À ce moment-là, on pourrait même y aller en péros plutôt qu'en IV. C'est un peu moins drastique sur le calcium. C'est plutôt cette voie-là que je privilégierais. Puis tu ne donnerais pas de calcium vitamine D? Bien, habituellement, on donne le trio, là. Habituellement, on donne le trio, mais l'étude était faite juste avec des biphosphonates. Donc, si je vous rapporte l'étude, c'était biphosphonate ou rien. Ça, c'est considérant qu'elle a une bonne espérance de vie. Oui, Oui, oui. considérant qu'elle a une bonne espérance de vie. Ouais. Non, non, exact. Si elle a une bonne espérance de vie, souvent, ils vont aller en clinique à ce moment-là, puis ça sera facile de faire des prises de sang. Est-ce que d'autres électrolytes qui sont des mauvais facteurs de pronostic? Parfois, on essaie de les rentrer en soins palliatifs, puis là, ils ne savent pas trop parce qu'il y a un cancer, pas trop. Fait que là, on cherche n'importe quel argument, pas n'importe lequel. Bon, On va essayer de les envoyer en soins. on peut jouer et dire oui, mais regarde, le calcium, il est vraiment pas beau, ça aide. Mais Le potassium. Le calcium, là, Le potassium. le potassium aussi va augmenter vers la fin. Ah non, ça ne veut pas dire qu'il va augmenter vers la fin, là, mais je veux dire, si on a une hyperkaliémie, c'est très mauvais pronostic. Très mauvais. Ouais. C'est Ouais. ça qu'il y a infernal. Hypercalcémie, hypercalémie. Souvent, oui, à moins que, qu'on soit face à une rhabdomyolyse. Oui. Oui. Par exemple. Finalement, c'est l'insuffisance rénale qui est un facteur de mauvais pronostic. Le calcium seul, sans insuffisance rénale, est un facteur de mauvais pronostic, mais le potassium, souvent, va être lié à l'insuffisance rénale. Pas 100% des cas, mais souvent.